pied d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que nous recevons Antoine Vaillé, entraîneur, puis chroniqueur notamment pour le journal Le Monde et connu surtout auprès du grand public pour deux choses. Son rôle d'entraîneur donc chez Festina en plein durant l'affaire en 1998 et ses prises de position contre le dopage qui s'en sont suivies. Personnage clivant qui ne laisse pas indifférent. Voilà, il abordera avec nous différents sujets, notamment l'actualité vélo, puis aussi divers aspects de son métier. Et enfin, il nous donnera son point de vue sur l'évolution du cyclisme actuel. Voilà. Donc, merci à toi, Antoine, de nous accorder ce temps pour cette émission et bienvenue. Bonjour, je suis en direct de Rennes avec Noé, là, voilà, qui est venu avec moi à Innsbruck, comme esclave. Et voilà, je suis content de faire ce petit chat avec votre site qui, comme je le disais, j'avais découvert, je pense, dans les premiers. C'était un site pionnier avec un professeur de technologie qui m'avait montré ça dans les débuts des années 2000. Donc, c'est assez rigolo. Et oui, c'est une aventure qui a commencé déjà en 2003. Donc, comme vous l'avez compris, Antoine Vaillé se trouve chez Noé. Il y a Noé pour nous accompagner durant cette émission. Salut à toi. Salut à tous, salut Antoine. Et enfin, Charles sera le troisième intervenant pour cette émission spéciale. Bonsoir à tous, salut Max. Salut à toi. Voilà, donc nous allons commencer par peut-être un petit retour sur la saison écoulée. On est enfin en fin d'année, je crois que c'est un peu l'heure des bilans pour tout le monde, donc ce sera l'occasion. Charles, si tu veux peut-être te lancer dans cette petite série de questions pour Antoine. Ouais, on a vécu une année un peu particulière, enfin, avec des 20 heures de grand tour particuliers, parce que sans aller sur Froome tout de suite, Simon Yates a eu des petits soucis avec la patrouille. Il y a un médecin qui apparemment était en faute. Après, reste à savoir si c'était vraiment lui ou pas. Ensuite, je l'ai dit, on a eu Chris Froome et son numéro de mutant sur le Giro. Donc, pas mal de choses un peu curieuses, on va dire, qui nous ont mis mal à l'aise tout au long de la saison. On en avait parlé avec Patrick Chassé à la fin du Giro et on sentait qu'il y avait un petit truc qui se passait qui n'était pas forcément bon. Et c'est l'occasion justement, Antoine, de l'évoquer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison, des performances des coureurs? Est-ce qu'on retourne dans le mauvais sens ou pas? Ou est-ce que tout va bien dans le meilleur des mots? Moi, je pense que ce qu'il faut, à l'heure actuelle, s'il y avait un bilan à faire au travers de cette année comme au travers d'autres, c'est que ce qu'il faut bien savoir et regarder, c'est que les coureurs, si on leur lâchait la bride, ils se jetteraient sur les moyens de tricher, plus que de se doper. Je pense qu'il faut plus parler de tricherie plutôt que de dopage facilement. Donc, dès qu'il y a une ouverture, ce qu'il faut savoir, c'est que certains coureurs s'y mettent. Mais ce qui est relativement... moi, ce que je retiens de cette saison, c'est que au travers des conversations que j'ai avec certains coureurs, ceux qui veulent ne pas tricher ont leur place à certains moments. Donc, c'est ce que je retiens. Les autres, les tricheurs, ils sont là. Je sais pas pourquoi, il y a le petit Superman qui a fait 2 fois 3 des grands tours. On l'oublie, celui-là. Et donc, il y en a plein qui sont là. Je vois pas ce qu'ils foutent là. Et avec des niveaux de performance qui sont absolument anormaux. Mais il y en a qui ont des niveaux de performance très hauts et qui peuvent les exprimer à certains moments. Et ça, c'est quand même relativement sympa. Alors, c'est un équilibre très fragile. Le cyclisme est un équilibre très fragile et un sport aussi relativement bien surveillé et voilà, ça repose un petit peu là-dessus. Donc, ni plus ni moins, on a bien vu que, pour moi, la victoire de Froome ne repose pas sur quelque chose de fiable. C'est du grand n'importe quoi.
Après, le reste, je sais pas, faut voir au cas par cas. Justement, tu parlais de coureurs propres qui peuvent évoluer ou avoir des bons résultats maintenant. Enfin, là, ma question va être faussement naïve. On a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, sur les forums spécialisés qui se posent la question, comment savoir si un coureur est propre ou non? À quoi le reconnaît-on? Voilà, justement, c'est comment savoir. Alors, moi, je dis que le jour où sur Twitter, je dis où je fais sentir qu'un coureur donne certaines garanties, c'est que moi, il m'en donne. Et pour qu'il m'en donne, il faut savoir qu'il n'y a pas que les calculs de watts, il n'y a pas que les calculs de performance. Noé a pu comprendre au travers de la petite visite qu'il a fait avec Wise-Truc que je me renseigne auprès de plein de gens, je parle avec beaucoup de coureurs, beaucoup de gens de leur encadrement, et à partir de là, on sait si tel ou tel coureur est quand même assez sensible à la thyroxine ou pas, à des stages personnels. Voilà, on peut savoir. Enfin, on a tout un réseau et un faisceau d'indices qui sont recoupés par les watts naturels ou pas naturels, quoi, leur niveau de performance qui leur appartient ou qui leur appartient pas. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Et moi, ce que j'aimerais un jour, c'est vous dire, bah voilà, allez-y, foncez. Le podium de ce Grand Tour, bah oui, c'est un petit peu génial. Voilà. Et voilà. On aurait pu avoir, par exemple, un championnat du monde sans le vainqueur, relativement enthousiasmant. Et la face du vélo, au niveau de la perception qu'on aurait du cyclisme, aurait été quand même relativement différent. Par exemple, Valverde n'aurait pas été championnat du monde, on aurait eu Woods, Bardet, et le quatrième, je ne sais plus. Voilà. Et ce qui se passe, c'est ça. Voilà, on ne sait plus qui est sur le podium, qui n'y est pas. Je pense que la majorité des gens, même les fans de Vélo Club, je ne sais pas si ils peuvent dire qui a fini quatrième du Tour de France ou troisième de la Vuelta cette année. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Max, tu voulais intervenir, je crois? Ah, on a perdu Max au niveau du son. On ne t'entend pas, Max. Pourtant, c'était une bonne question. Ouais, on sentait la bonne question. Oui, on sentait le. Je pense Vous m'entendez? Voilà. Attends, ouais, t'as peut-être coupé. Voilà, excusez-moi. Voilà, oui, je disais, oui, je vois qu'on rentre très vite dans le vif du sujet, en fait. Alors, du coup, pour revenir quand même pour rester toujours sur la saison écoulée, on voit que, justement, sans vouloir rentrer déjà dans la deuxième partie qui est celle de ton travail plus directement, on voit que l'attention se porte toujours et principalement sur les grimpeurs et sur les grands tours. Parce que il faut noter quand même qu'on a un super début de saison des Français, qui au niveau mondial, cette année, je pense que c'est une des caractéristiques, c'est l'avènement du cyclisme français à un niveau assez incroyable. Oui, surtout comme ils ont terminé la saison, c'est vrai que c'était un peu en fanfare. Mais alors, du coup, ce que je veux dire, c'est que le regard est peut-être un peu biaisé. Naturellement, on va porter plus notre attention sur un Froome ou sur un Miguel Angel Lopez, comme tu disais, que sur des sprinteurs ou des Flandriens, parce qu'on ne dispose pas des outils, tout simplement. Alors voilà, je veux pas non plus trop rentrer dans la deuxième partie de l'émission, mais je veux dire, c'est que du coup, ces coureurs-là, c'est beaucoup plus difficile de juger, et naturellement d'ailleurs, ils bénéficient, on va dire, d'une meilleure complaisance auprès du grand public. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les Flandriens, la plupart des gros Flandriens, je veux dire, ce sont ceux qui, au niveau des corticoïdes, par exemple, qui est un moyen de tricher absolument extraordinaire, et avec tout le reste, c'est quand même des gros consommateurs de ces produits-là, quoi. C'est vrai que Peter Sagan, c'est un mec génial et tout ça, mais Peter Sagan, je veux dire, c'est bien, il fait de l'aventure, mais moi, je pense que je suis pas loin de penser que c'est quand même enfin, ça va pas, quoi. Ce garçon, ça va pas, quoi. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont très bien, mais il y a des trucs qui vont pas. Alors, c'est vrai que ce qui est le plus spectaculaire, le plus revendiqué, c'est évidemment les grimpeurs, parce qu'en grimpeur, les grimpeurs, on peut mesurer leur performance avec des références. J'avais essayé de le faire sur des classiques, sur certains monts, sur certaines choses, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Si, sur le mont Kemmel,
Cancellara, on voit très bien qu'il y a un problème. Là, tout le monde le voit et quand il utilise sûrement un moyen pour tricher, parce que c'est pas possible de faire une performance où il l'a fait. Mais ceci dit, c'est vrai que sur un Paris-Roubaix, c'est un petit peu compliqué d'analyser les performances. Et pour les sprinteurs, en revanche, j'imagine que c'est presque impossible. Les sprinteurs, les sprinteurs, c'est très particulier. Puis, je sais pas, moi, en tant qu'entraîneur et puis fan de vélo, parce que je suis quand même fan de vélo, les sprinteurs, je m'en fous un peu, quoi. Un mec qui gagne 18 courses, Viviani, là, qui a quand même été le plus grand sprinter, qui est sans doute le plus grand sprinter de cette année, là, qui a gagné, je ne sais plus combien, 17 courses ou 18 courses. Bon. Ouais. Alors, je ne sais pas, quel intérêt je ne sais pas au niveau des fans, est-ce que. Il a quelques supporters, mais voilà. Sur le forum, je peux dire que les fans étaient contents. Hein. Ça, eux, les fans de la Quick Step, ils étaient ravis. Hein. Bon, très bien, très bien. Non, mais 73 victoires pour la Quick Step, ils leur demandaient. Hein. Oui. Voilà, il y a un petit. Oui, parce que si on veut, hein, comme le. Ouais. Alors ça, c'est quand même bien de la communication avec le Wolfpack. Alors le fait vert, ce qu'il faut savoir, ce qui est quand même relativement intéressant au niveau du vélo, puisqu'on en parle un petit peu des changements, parce que ça fait 20 ans, 98, c'est que le fait vert, pour avoir parlé avec pas mal de coureurs qui sont passés chez le fait vert, c'est quand même une équipe qui bosse vraiment très bien, qui est très organisée, qui bosse très bien, et il y a toujours le docteur Van Moll, le docteur de la grande époque. Et il y a toujours le même manager, Patrick Lefebvre, qui, tiens, en 98, je savais où Patrick mettait ses produits. Et donc voilà, mais c'est une équipe qui bosse super bien. Et pour maintenant connaître très bien la manière dont Sky a bossé, et à cause de certaines fuites, on a créé avec Ayo Sepelt ce qui s'appelle Sports Leaks. Donc, on a reçu plein de choses à propos de l'équipe Sky. Donc, on a une base de données monstrueuse sur la manière dont ces leaders ont travaillé pendant des années. C'est les gens qui bossent aussi très bien. Donc, voilà. Mais il y a plein de gens maintenant qui bossent très bien. Alors maintenant, où la différence se fait? Est-ce que c'est dans la tricherie de certains? Est-ce que c'est dans l'excellence du suivi d'autres? La question reste posée et je pense que tant qu'on n'ira pas répondu, le cycliste n'aura pas le lustre qu'il devrait avoir. Et c'est donc la question à laquelle il faut qu'on réponde. Moi, je peux y répondre en partie et peut-être que je vais m'atteler à ça. Et ce que j'aimerais, c'est comme j'ai fait La Preuve par 21, un magazine sur 21 gros tricheurs, j'aimerais essayer de faire un jour un magazine qui s'appellerait La Preuve par 21 et un petit peu le contraire. Pour l'instant, je n'ai pas 21 noms. C'est embêtant. Oui, Charles, tu voulais rebondir. Ouais, encore une fois, une question un petit peu faussement naïve. Tout le monde semble d'accord sur le fait que le PO, les transfusions, ça semble être quelque chose de révolu. Mais je me posais une question, comment on triche maintenant si on veut tricher? Non, là, Charles, où tu te trompes, c'est que l'EPO n'est pas révolu. Il y a ceux qui se font prendre à l'EPO. Hein, selon tu regardes la liste de tous ceux qui se sont fait prendre cette année, c'est à l'EPO. Mais ça reste des coureurs moyens ou en fin de course, tu penses que les gros surveillés pour certaines raisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui triche, il faut bien se mettre dans l'état d'esprit d'un coureur sud-américain ou d'un coureur qui vient du Kazakhstan, là où il fait moins 20 l'hiver et tout. Ils n'en ont rien à faire, ça fait partie du métier. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où Noé a lu, je crois, Je suis le cycliste masqué, comprendre que les fans, on a l'impression de regarder du sport, mais que pour la plupart, ce n'est qu'un vulgaire métier qui rapporte de l'argent. Voilà. Et pour certains, il y a encore une dimension de l'histoire du vélo. Ils sont encensés. Bon, quand ils sont dans le Tour de France, il y a un coureur qui m'a dit au Tour de France, il dit Tour de France, de toute façon, qu'on fasse 120e ou 10e ou 3e, on est toujours content d'être là parce que tout le monde s'occupe de nous. En fait, c'est une histoire d'amour, quoi. Voilà, et on s'occupe de nous et on trouve ça génial. Donc, il dit à la limite, pourquoi tricher sur le Tour de France? C'est tellement bien. Et quel intérêt? Enfin, il était au sein du peloton, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça bien. Mais ce sport, hélas, on va dire, à partir de 98, il ne peut pas faire autrement, ou difficilement,
que de reconquérir son public et le public, parce qu'il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune crédibilité. Et moi, j'aimerais bien redonner à ce sport une certaine crédibilité, s'il le mérite. Et j'ai encore quand même pas mal de doutes. Est-ce que tu penses qu'au niveau justement même des équipes, parmi les coureurs, tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont envie que ça change? Ils ont envie que ça change toujours par intérêt. C'est-à-dire, c'est pas par conviction. Le problème, c'est quelques-uns, toujours à des exceptions. Les gens veulent que ça change. Ils ont créé le MPCC et tout par intérêt. Le MPCC a été créé par intérêt. Ce n'est pas par conviction. À la présentation du Tour de France, j'étais extrêmement surpris. Donc j'avais fait un tweet troll sur Roger Leger, là. Et Leger est venu me voir, il m'a parlé pendant une demi-heure, il ne m'a pas laissé parler. Et voilà, on disait, ouais, tout ça, machin. Et en fait, c'est des gens, je pense qu'ils sont perdus en fait, dans ce nouveau rôle de c'est propre, c'est beau. Voilà, ils essayent de se vendre. Leger, il a bientôt 70 ans, il essaye de se vendre comme si il voulait s'excuser d'une carrière qu'il n'a pas assumée comme il aurait dû l'assumer, quoi. Et voilà, c'est quand même un petit peu drôle. Donc je pense qu'il y a toute une génération de gens, il faut qu'ils disparaissent déjà au niveau de l'activité. Tous les managers qui ont maintenant plus de 60 ans, je pense qu'il faut qu'ils laissent place à d'autres qui auraient ou qui ont des convictions et une éducation au niveau des coureurs différente de celle qu'a eu le milieu pendant des dizaines d'années. Mais je crois que c'est Rally Cycling, si je ne me trompe pas, qui refuse dans son staff de prendre des coureurs qui ont été, enfin des gens qui ont été mouillés de près ou de loin avec le dopage ou qui ont avoué à un moment qu'ils se sont confessés. Est-ce que ça serait la solution pour toi, ce grand balai, ça, je pense que c'est une grande hypocrisie. Nous, quand on avait créé Chain Cycling Now en 2013, on avait dit qu'il faut une espèce, on disait, une opération qu'on appelait issue de l'Afrique du Sud, Truth and Reconciliation, c'est la vérité et réconciliation. Ce qu'il faudrait, c'est que des gens assument. C'est que des gens comme Madio, par exemple, disent moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils peuvent le faire simplement, et qu'ils le disent à ses coureurs. Et qu'ils assument ce qu'ils ont fait, comme ils l'ont fait, pour retrouver plus ou moins leur place. Mais comme ils ne l'assument pas, c'est très compliqué de s'y retrouver. Puisque ces gens-là, moi, de toute façon, je les connais, j'en connais certains et je connais un petit peu leurs us et leurs coutumes. Et moi, je pense que pour eux, c'est foutu de se dégager de cette hypocrisie fondamentale, puisque ça repose sur de l'hypocrisie et du mensonge. Ça a reposé, se regarder dans leur place, je pense qu'il y en a plein qui ne l'ont pas fait et qui sont incapables de le faire maintenant. Mais c'est ce qu'il faudrait faire de manière simple. Et ce serait une erreur, c'est une erreur, je pense, que de dire ceux qui ont été de près ou de loin mélangés au dopage, il n'en faut pas. Moi, je dis au contraire. Il faudrait que ces gens-là, justement, c'est une des erreurs du milieu, soient complètement appliquées dans les équipes, mais où on parle d'anti-triche. C'est-à-dire, c'est un mec qui a triché, je sais comment ça a triché, et voilà. Quand j'ai été justement à Innsbruck, j'ai parlé avec Decker assez longtemps. Voilà, alors tu parlais, Charles, ta question c'était mais comment on se dope maintenant, mais Decker, il me disait c'est la question on peut faire exactement ce qu'on faisait, c'est-à-dire se changer le sang, prendre des hormones de croissance et prendre des corticos, exactement comme je faisais, je peux le faire maintenant. Alors avec des doses plus petites, mais plus fréquentes, mais je peux le faire encore maintenant si je veux. Voilà. Je précise, il s'agit bien donc c'est Thomas Decker dont tu parles. Oui, Thomas, ouais. Voilà. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a certaines performances, ça m'intéresse, c'est intéressant parce que certaines performances cette année, pour le bouquin d'Hamilton, je me suis dit putain, ça pue les micros. Est-ce que je suis loin de la vérité quand je pense ça ou... de là à interpréter sur les microdoses, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a des performances qui on a vu pas mal de coureurs doubler les grands tours finalement avec une relative facilité cette année, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 98 justement, non? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Je disais, on a vu pas mal de coureurs finalement réussir à doubler les grands tours avec une relative facilité cette année. Oui, mais doubler les grands tours, ça aussi c'est un espèce de mythe. J'ai pour en parler avec
avec Julien Pinault et tout, assez longuement sur cette histoire. Si c'est bien géré, si on sait où on va, si la récup va bien, alors tout vient de la récup. Alors évidemment, si on ne triche pas, bah, récupérer, tout est là, quoi. Tout est dans la récupération. Et il y a des organismes qui ont plus ou moins de mal à récupérer. Mais c'est bien cette notion de fatigue et de récupération. Et la fatigue et la récupération, est-ce qu'on la voit maintenant là où on ne la voyait pas? C'est vrai que devant, on a du mal à voir où est la fatigue, hein, par rapport à certains. Mais on la voit très vite derrière. Et ça, c'est nouveau au niveau télévisuel. Moi, je dis aux fans, regardez bien le vélo, regardez-le. Regardez quand même qu'à partir de la, on va dire, la 5e place, enfin, regardez, si vous regardez vraiment le vélo, bah, y a quand même des héros qui sont, et des mecs qui ont du mal, et des mecs qui ne récupèrent pas. Hein. Ça, c'est clair. Il y en a qui ne récupèrent pas, donc ça, c'est nouveau. Et justement, comment on explique Vas-y, Noé, pardon. Tu penses que la stabilité, c'est-à-dire une personne qui fera, par exemple, qui n'aura pas de jour sans, tu penses que ça peut être un critère un critère pour savoir si cette personne-là a des performances fiables ou pas? Est-ce que le fait d'avoir des jours sans ou de ne pas en avoir peut être un critère qui peut être le doute Non, c'est dans la gestion. Si le foie a suffisamment de glycogène, si les muscles ont assez de glycogène, si c'est bien oxygéné, si le mec arrive en forme il peut ne pas avoir de baisse de régime, mais l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que s'il dépasse ses limites, ben, normalement, il va le payer, quoi, à un moment ou à un autre. Mais maintenant, s'il est dans ses limites qui peuvent être très hautes, il peut très bien passer un grand tour. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, ça me fait penser à Pinault, en fait, ce qui lui est arrivé sur le Giro. Sa grosse défaillance le lendemain de l'étape du Finestre, où ils avaient dû se dépenser pour courir après Froome. C'est typiquement ce qui lui est arrivé, tu penses? C'est-à-dire qu'il a passé, il a un peu trop tapé dedans la veille. Bon, je ne sais pas dans quel état de fragilité il était. Je ne sais pas si le fait de s'être mis peut-être hors limite à ce moment-là a fait qu'il a je veux dire, augmenté sa fragilité et qu'il l'a rendu malade à ce niveau-là. Mais souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Effectivement, hein, il a dépassé ses limites et en dépassant ses limites, le moteur a un peu explosé et il a contracté une maladie qu'il n'aurait peut-être pas contractée s'il avait été dans une autre équipe, quoi, parce qu'il aurait eu la préparation qui va bien au niveau immunitaire, rien que des corticos, ça l'aurait peut-être permis de passer cette phase. Parce que je pense que Pinault ne prend pas de cortico. Hein. Voilà. Mais comment on explique, enfin, ça c'est quelque chose qui m'a vachement gêné pendant le Tour d'Italie, comment on explique les sautes de forme? Enfin, qu'à un moment, Chris Froome, tu vois, il est au top, la veille il est pas bien, le lendemain il est au top, la veille il est pas bien. Enfin, tu vois, c'est ça où cette référence un peu à Hamilton, ça me faisait penser à des trucs un peu bizarres. Enfin, je veux pas trop en dire parce qu'on les coureurs sont capables, mais enfin. Quoi. Hein, les coureurs eux-mêmes disent, il y en a leur interprétation, c'est on triche, quoi. Voilà. Et comment on l'explique moi, sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai vu, c'est on peut l'expliquer de manière en disant il y a des blocages. Par exemple, moi j'avais expliqué le blocage de Zule autour d'Italie qui avait Giro gagné et qui ne prenait jamais de cortico donc j'étais là le jour où le docteur lui met dans la fesse droite des corticos et 2 heures après le bras droit de Ferrari, Torontegui, il fait la même chose dans la fesse gauche. Donc le lendemain, il était complètement bloqué. Il prend 15 minutes, là où il avait 4 minutes d'avance. Et il avait. Donc il y a des produits qui bloquent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une lecture avec les médicaments ou avec les produits. On peut avoir une autre lecture, c'est avec l'homme tel qu'il est. C'est-à-dire, il peut être stressé, fatigué. Il n'a pas pu s'alimenter. Ça, c'est une autre lecture aussi. Donc, un mec sain, on peut avoir la même lecture d'une défaillance, quoi. Donc, voilà. Après, il faut essayer de trouver de trier le bon livret, quoi. Voilà, quoi. Et où est le bon grain, voilà. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est multifactoriel au niveau des causes des défaillances. Et il faut savoir, et pour le savoir, il faudrait que les journalistes fassent leur boulot, connaissent bien les coureurs et que les coureurs l'expliquent. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils font un petit peu, quoi. Alors, de manière modérée. Hein. On n'a pas les explications de manière... voilà, parce qu'il y en a qui s'interdisent de dire, voilà, on est fatigué, et on a explosé et tout. Alors, je trouve ça génial, moi, d'exploser parce qu'on est fatigué. C'est plutôt humain, ouais. Oui, voilà. Et je pense qu'on a envie de voir du vélo humain, quoi.
Et c'est Ah ce bah qu'on bien a. sûr. Et je pense que le problème, c'est la machination de la machinerie, en fait. Et quand on a l'impression de voir des machines, bah, c'est ce pourquoi certains voudraient enlever les, les, Les les, SRM. les SRM. On dit, oui, on n'est pas des machines. Et puis, il y a des coureurs, moi je me rappelle de Pascal Hervé qui disait, Antoine, on n'est pas une équation et tout, etc. Bah si, on est quand même une équation quelque part. Mais c'est vrai que ça enlève de la poésie. Mais c'est vrai que les défaillances, c'est le propre du cyclisme. La défaillance, la surprise et tout. Alors quand il n'y en a plus, Il faut reconnaître que ces dernières années, ça s'est raréfié chez les leaders, chez les principaux leaders. Pour les plus vieux qui se souviennent des Tours de France des années 80, c'était très courant de voir un leader avoir un coup de moins bien le lendemain d'une étape où il avait réalisé un exploit, par exemple. Et là, en général, on se rend compte qu'on se pose plus trop cette question. J'ai souvenir, et pourtant, on sait que déjà à l'époque, ils ne tournaient pas tous à l'eau claire, que le lendemain de la victoire de Capucci après son exploit à Sestrières, on se demandait tous s'il allait pouvoir tenir dans le peloton. Et Mais à cette époque-là, Capucci, avec ce qu'il prenait, le fait de faire des efforts, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains produits et certains niveaux de préparation fait que plus on fait d'efforts et plus on récupère, et plus l'organisme fonctionne à haute intensité et plus il récupère. C'est ça le vice en fait de la tricherie. C'est-à-dire que plus on en fait et plus on peut en faire. Voilà. Et la saturation, elle n'est que psychologique. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai étudié là récemment toute la carrière à haut niveau et à haut régime de Wiggins, watt par watt pendant 3 ans, je les ai pratiquement tous. Et il a fait une saison 2012 qui est complètement aberrante. C'est du grand n'importe quoi. Tout le monde l'a vu et tout le monde a dit oh, c'est excellent. Mais non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de faire ça humainement. Humainement, ça n'est pas possible. même avec un Tour de France, un parcours taillé sur mesure. Et non, je te parle d'un hiver qui passe dès le début novembre en altitude. Il est tout le temps en altitude et il vient à Algarve, il gagne le chrono, puis après il gagne tout. Paris-Nice, la Romandie, le Dauphiné, le Tour de France, le machin. Et il est complètement constant à 450 watts, que ce soit plat, il fait 72 kilos, que ce soit plat ou que ça monte. Point final. Donc avec ce potentiel-là, donc pendant 300 jours, c'est normal qu'il gagne tout, puisque autour de lui, il y a des mecs qui le déposent là où il doit pour faire d'efforts et pour fournir ce potentiel. Mais là, il y a un vrai problème. Je pense que dans le scandale, entre guillemets, l'année de Wiggins, c'est quand même un immense scandale, quoi. C'était un cocufiage à l'anglaise absolument extraordinaire, quoi. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Tu l'as évoqué aussi un peu, peut-être aussi c'est le style, la façon dont a Sky d'amener son leader vers la victoire. En général, ce n'est pas une manière, comment dire, avec beaucoup de panache ou non, tout est très calculé. Voilà, en même temps, ce qu'il faut savoir, ça joue. Il faut savoir comment Sky s'entraîne. Attention, ils ont un front en Espagne, ils ont un front en France, près de Nice. Et c'est des mecs qui se connaissent parfaitement. Ce qu'ils ont de plus par rapport aux autres, c'est qu'ils ont, par exemple, Kerisson à disposition, qui a un groupe de 12 coureurs à disposition. Ils s'entraînent toute l'année ensemble, ils se connaissent parfaitement, ils savent quel coureur peut tenir jusqu'à 20 minutes, 10 minutes, à combien d'intensité, ils ont des automatismes, ils ont des choses que les autres n'ont pas. Il faut faire, c'est quand même des grands techniciens de l'entraînement, de ses us et coutumes et de cette notion d'équipe. Il y en a qui sont complètement très très amateurs. Donc par rapport à ça, ils gardent ce style-là, puisqu'à l'entraînement, ils font un entraînement de 6h10 avec tant d'intensité, tant de machin. Ils savent s'ils passent ou s'ils passent pas. Alors après, pour récupérer de ça, ok, il y en a qui passeront pas. Il y en a, c'est à leur sortie du garage qu'ils me disent qu'ils peuvent pousser tant de watts. Mais voilà, donc attention, Sky est une machine à gagner, très très bien organisée. Avec des mecs bien, avec des mecs sympas, mais très organisés. Une belle mécanique bien huilée, ça, on peut leur laisser. Oui, c'est Charles. important ce que tu dis, je trouve, de relativiser un peu ce truc de Vampire Sky, etc. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a un vrai gros côté professionnel. Ça n'empêche pas de ne pas être naïf du tout sur tout ce qui se passe à côté, mais
quand on entend certaines choses sur certaines équipes françaises, on va dire, ou d'autres pays sur la préparation, sur la manière quand ils sont professionnels, on va dire, c'est vrai que c'est de la gestion amateur. Enfin, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but, mais enfin, des fois, moi j'entends des trucs, ça me fait marrer. Enfin, perso, je comprends pas quoi. Enfin. Mais il y a des leçons à tirer de Sky. Maintenant, est-ce qu'il faut s'entraîner? Maintenant, il y a une équipe qui est super organisée en France, qui est un petit peu l'égale de Sky, un petit peu le Real de Madrid aussi. Non, c'est la Française des Jeux. Attention, la Française des Jeux, maintenant, les mecs, tu as besoin d'une tente à hypoxie, ils ont la tente à hypoxie. Tu fais un stage de plus de 3 jours que tu organises de plus de 3 coureurs que tu organises tout seul, on t'envoie un mécano et tout, etc. La Française des Jeux est une équipe extrêmement bien organisée qui, justement, se met un petit peu à travailler de manière beaucoup plus professionnelle qu'avant et se met à travailler un petit peu comme ça. Donc, la Française des Jeux devrait et doit marcher, et d'ailleurs elle marche très fort grâce à ça, quoi. Et donc chapeau, il y a des leçons d'organisation, je pense que c'est beaucoup dû à Julien Pineau et puis à d'autres au niveau de la Française des Jeux, à prendre pour beaucoup d'autres équipes qui sont oui, amateurs, c'est-à-dire qu'au niveau de l'encadrement, on ne peut pas dire que ça plate très très haut, hein. Ouais, puis c'est le copain de machin, etc. Enfin, bon. Parfois, on entend, on lit des choses assez étonnantes sur le professionnalisme des équipes. Hein. Par exemple, ce que j'ai déjà lu sur des choses sur la Movistar qui montrent finalement que c'est une équipe qui gère les choses d'une manière assez pépère et traditionnelle, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Valverde ne fait rarement des stages en altitude, il n'aime pas ça, il s'entraîne de son côté. C'est pas du tout la même ambiance. Et c'est vrai que la Française des Jeux, ces dernières années, comme ils ont pris l'habitude de travailler pour un leader, soit Pinot ou Démarre, donc selon le type de terrain, a un peu cette façon de rouler une optique, une culture qui pourrait effectivement aller vers celle développée par Sky. Après, oui, enfin, pas Sky, mais un peu à la française. Mais oui. Ceci dit, la référence, je pense que la Française des Jeux est quand même une bonne valeur étalon et une bonne référence. Parce que normalement, à la Française des Jeux, on ne se change pas le sang. Hein. Et à la Movistar, on pourrait relativement facilement, les Murcians pourraient quand même trafiquer quand même pas mal des choses qui, voilà. Donc à partir de là, voilà. C'est pas un a priori. Hein. Voilà, c'est basé sur des choses quand même qui sont presque avérées pour moi, quoi. Voilà. Donc, pour finir sur le. Je fais pas du français, hein. Voilà, hein, je sais pas. Oui. Je vais dire, ce serait le contraire. Je serais le premier à le dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont quand même relativement. En France aussi, on a nos docteurs de toute façon. Hein. Il y en a un qui les Français, je crois depuis peu. Attention, il y a des Français qui trichent très bien. Oui, on donnera pas de nom. Envie, hein. Il y a des fenêtres de possibilités, voilà. On pense tous au même. Mais est-ce que là-dessus, moi je me souviens d'avoir lu ce que je trouvais être une analogie assez pertinente d'un forumeur sur notre site qui disait en gros, il voyait un peu le dopage comme, on va dire, une sorte de système d'évasion fiscale, c'est-à-dire que plus on est riche, plus on a des bons comptables qui peuvent monter des packages fiscaux tout à fait légaux et faire en sorte qu'on paye très peu d'impôts. Et de la même manière, est-ce qu'on peut imaginer ce genre une sorte de plusieurs divisions type de dopage en quelque sorte au sein des équipes en fonction de ce qu'elles peuvent faire avec leurs connaissances, leurs moyens? Mais la métaphore est très bien. C'est exactement ça. Hein. La métaphore est très bien, aussi bien au niveau de la couverture, hein, de ces événements-là. Hein. Il y a des coureurs français, je pense qu'ils n'auraient pas été dans l'équipe dans laquelle ils étaient par rapport à cette évasion fiscale. Je pense qu'ils auraient été pris. Hein. Il y en a eu qui ont vraiment très très chaud aux fesses. Hein. Donc voilà, vaut mieux être riche et puissant que pauvre et malade dans le vélo, c'est sûr. Et ça alors pour finir sur les sujets d'actu, Antoine, si tu veux bien, j'ai vu dans une interview que tu disais que la partie 1 était la bonne personne au bon endroit. Est-ce que tu crois vraiment à sa nomination? Qu'est-ce qui peut changer selon toi? Ouais, the right man at the right place. C'est ce que je lui ai dit quand j'ai été le voir à Sarzeau qui est un joli village.
Donc j'ai vu David, voilà, et je le connaissais depuis assez peu. Hein, avec Bruno Roussel, on le connaissait en tant déjà que commissaire, je crois. C'est là que j'avais rencontré la première fois. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu de manière privilégiée tous les présidents de l'UCI avant lui. Verbruggen, McQuaid, Cookson. Et j'ai échangé pas mal avec ceux-là. Je vois Lappartient. Lappartient, déjà, ne se défend pas de savoir ce qu'il sait. Et il sait beaucoup. Il sait énormément de choses. Et ne va pas dire oui, je veux qu'un coureur se retourne au niveau de son épaule et puisse regarder loin, derrière, voilà ce qu'il disait les autres. Voilà. Bon, donc, à partir de là, il est jeune, il est passionné, il n'est pas con. Il n'est pas con du tout. Il a une formation quand même qui n'est pas bac-2, quoi. Il n'est pas issu du milieu. Hein, et en tant que coureur. C'est une bonne chose, pas être issu du milieu. Je veux dire, si lui ne s'en sort pas par rapport à ça, je me dis qui va. Enfin, dans son rôle, dans ce qu'il peut faire, en tant que président de l'UCI, il devrait pouvoir, alors même si les dinosaures sont lourds à bouger, il est suffisamment fin pour pouvoir faire bouger les choses que les autres n'avaient pas envie de faire bouger. Alors maintenant, voilà quoi, il faut. Voilà, son combat c'était les moteurs, ça semble réglé. Ensuite, les corticos, le tramadol, tout le monde attend. Mais les corticos, ça va être une révolution s'ils peuvent plus prendre des corticos. Une révolution, mais incroyable. Déjà, les cyclocross, on va peut-être en gagner. Et justement, la question que je me pose par rapport à Lappartient, la question que je me pose par rapport à Lappartient, c'est est-ce qu'il peut vraiment faire beaucoup de choses quand on voit déjà, on parlait de la force financière des équipes, mais le fait aussi que les équipes essaient de se regrouper, comme Vélon par exemple, ils essayent de se mettre ensemble. Est-ce qu'il n'est pas un peu, pas soumis, mais en tout cas, est-ce qu'il y a il ne peut pas faire. Alors, j'ai dit à David, j'ai dit, mais on te traite de politique, tu n'es qu'un politique. Il dit, non, je ne suis pas un politique. Il dit, mais je suis un politicien. C'est vrai, voilà. Donc, Lappartient n'est pas un politique. Hein, mais c'est un politicien et il a relativement raison. Maintenant, est-ce qu'il peut faire avancer les choses et marquer, comme président de l'UCI, ce sport? J'espère qu'il va le marquer et j'espère qu'il va réussir. Et j'espère qu'il sera bien entouré parce que ce n'est pas tout seul qui va réussir à le faire. J'espère qu'il va convaincre. Parce que, en fait, dans l'absolu, toutes les questions qu'on se pose, vous, moi, c'est l'UCI qui devrait dire il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas dopés. Valverde est un très grand champion, ne vous inquiétez pas, il ne triche pas. Pour moi, le rôle de l'UCI, ce serait ça. Ils ont pas mal de données. Et ce serait le rôle de l'UCI. Si tant est que le rôle, l'UCI est un rôle, ce serait le premier rôle à lui affecter, donner de la crédibilité en disant « nous sommes sûrs de cet athlète-là ». Voilà, ils ne le font pas, c'est donc bien que subsistent certains problèmes. Ah bah au contraire, hein, la résolution de l'affaire Froome tend même à faire croire l'inverse, puisque finalement on n'a même pas réussi à l'innocenter. Il a été blanchi parce qu'on a trouvé une faille dans la procédure plus qu'autre chose. C'est pas un bon signe. Oui, c'est pas un bon signe, mais entre nous, Froome, on s'en fout un peu. Je veux dire, il va pas être considéré, à part pour un nombre infime un petit nombre de gens comme pardon. Je répète, c'est mon allergie. C'est que dès que je parle de Froome, j'ai besoin d'un peu plus. Je dis, Froome, il n'est pas considéré. Peut-être il y a sa femme, un certain entourage. Et j'ai fait une chronique cette année dans Le Monde sur la loi Pareto qui dit que en touchant une certaine partie du problème, on arrive à voilà, et j'ai parlé de ça et j'ai fait une métaphore. J'ai eu Brailsford par SMS pendant le Tour de France. Je lui dis, tu sais qu'il y a très peu de gens qui croient en vous. Il dit, ouais, mais très peu, c'est déjà beaucoup. Même s'il y a que, pour lui, même s'il y a que 15% des gens qui croient en Sky, c'est 15%. Voilà. Donc ils se contentent de ça. Voilà où on en est. Et puis ils prennent leur argent et voilà, ils s'en foutent de la popularité. Brailsford l'a bien compris, je crois qu'il s'en fout. Et je crois que David a menti de manière incroyable sur plein de points. Mais je veux dire, on en est à un point où le problème, c'est qu'il s'en fout. Alors, je crois que Noé a été là
assisté à ça. J'ai dit, mais prends un Français. Parce que son but, normalement, il m'avait dit que son but, c'était de faire gagner un Français. Je dis, mais prends un. Moi, ça fait 2 ans que je lui dis, mais prends Latour, prends Godu et tout, etc. Il ne va pas le faire. Et voilà, c'est dommage. C'est la seule chose qui pourrait lui donner de la crédibilité et de la popularité, c'est effectivement de faire gagner un coureur français. Pourtant, c'est ce que répète Portal à longueur d'interview aussi, d'ailleurs. Comment ? C'est ce que répète Portal à longueur d'interview aussi, cette idée de prendre un Français et de le faire gagner le Tour. Oui, bah, ça leur donnerait pas mal bah, ça dépend de quel Français, mais je pense que ce serait une bonne idée, mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein, oui, je pense que c'est de la com. Ouais, c'est un peu de la com. Voilà, c'est un petit peu comme La République En Marche, un petit peu. C'est à vélo. Qu'est-ce que tu en penses de Brailsford, justement ? Je pense qu'il ment très bien. Voilà, il ment très bien. J'ai discuté pas mal de fois avec lui. Moi, je l'estime. Hein, je suis un des seuls je pense, à l'estimer. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça que je posais la question. Oui, par rapport à ses qualités. Je veux dire, moi, je voue personne aux gémonies. Hein. Je veux dire, à partir du moment où un gros tricheur assume sa tricherie, je le préfère à un petit tricheur qui assume pas son hypocrisie. Voilà. Oui, justement, cette personne en B, ça m'amène à un autre B, Johan Bruyneel. Oui. Je vois que tu te prends souvent la tête avec lui sur Twitter. Est-ce que vous êtes amis ? Est-ce que vous connaissez ? Non, c'est une fausse prise de tête. On discute humainement. Moi, j'ai vu il y a quelques années, après ses déboires, Johan à Londres, quand il habitait à Londres pendant une bonne journée. Hein, j'avais quand même couché à Londres. Et c'est un mec humainement qui a une vie qui explique très bien pourquoi il en est arrivé là, quoi, et de manière presque logique. Quand Brunel te dit, tu sais, moi j'étais, je crois que c'était au Tour du Limousin, un jeune néo-pro belge, et je sortais là du peloton, j'en pouvais plus dans cette étape au début en plus de l'étape, donc j'étais presque cuit, et je commençais à sortir du peloton et je flottais dans les voitures, et puis je vois un maillot bleu-blanc-rouge qui arrive à la hauteur de la voiture où j'étais, où je faisais un petit peu la voiture, et qui tend la main, qui prend une seringue voilà, on lui donne une seringue, il se la fout dans le ventre, et il repart, et toute la journée, et là, moi, j'ai pu le raccrocher, donc ce maillot bleu-blanc-rouge, retourner dans le peloton, et toute la journée, ce maillot blanc-rouge qui venait devant moi de se mettre une piqûre dans le ventre, il a mené le peloton pendant 100 km, et j'ai pu rester, etc. Et il explique un petit peu sa genèse, sa culture, et voilà. Alors, normalement, Brunel, il doit, j'espère qu'il va faire ce livre dont il m'a parlé, où normalement il dit tout. Voilà. Alors maintenant, il peut l'édulcorer, hein, mais avec ce qui lui est arrivé, cette suspension à vie, voilà. Je pense qu'il est entouré d'avocats par rapport à ce livre-là aussi, ce qui est dommage. Moi, je serais lui, moi, je dirais les choses, parce que ça ne peut que contribuer à la vérité. Le truc, c'est que le vélo, c'est comme dans la vie, quoi. Si on ne contribue pas à la vérité, à quoi ça sert ? Ce qui serait bien, c'est la vérité, quoi. C'est arrêter de prendre les gens pour des cons et dire la vérité. Voilà, et puis c'est assez simple. Justement, ça m'amène à une question. Est-ce qu'il n'y a pas des bons et des mauvais dopés ? Dans le sens où, tu vois, il y a des mecs comme Bruyneel, comme Manolo Saiz qui vont payer un peu pour les autres, et d'autres qui se pavanent à la télé en tant que consultants ou autres, alors qu'ils ont au final le même passé, quoi. Ou le Kazakh qui se dope dans son garage, comme tu disais, par -20 et qui doit juste faire son boulot, quoi. C'est vrai que c'est pas la même chose que celui qui se dope pour gagner un grand tour. Oui, c'est pas la même chose. De toute façon, pour moi, c'est triste. Si, c'est la même chose, parce que c'est extrêmement triste que tu gagnes 100 000 euros ou que tu fasses un hold-up, ce que j'appelle un hold-up, qui te permet pendant 3 ans de carrière de multiplier par 6 à 10 ton salaire, et voilà. À la fin, c'est triste. Tu sais, c'est à la fin qu'on compte, à la fin de la fois qu'on compte les bouses. Le truc, c'est un truc financier. Et bien, après, comment tu vis en trichant ? Moi, c'est la question que je me pose. Comment tu peux vivre avec un tel niveau d'hypocrisie et de tricherie ? Il y a des mecs avec qui je discute du milieu. Il faut qu'on attende un quart d'heure pour dire arrête, ne me parle pas comme ça. Parle vrai, quoi.
Oui, d'accord. Et voilà. Donc, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? Donc avec leurs femmes, je suppose que c'est pareil. Voilà. Mais comment on peut? Et je pense que les gens ont besoin. Il y a une notion qui est intéressante dans la tricherie, c'est que on dit le sport, ouais, il copie la société, mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être la société qui copie le sport et des choses qui sont relativement vraies. C'est pour ça qu'on a du mal avec le sport. C'est que le sport devrait avoir une certaine exemplarité. Je veux dire, un artiste peut prendre de la coque, tout le monde s'en fout, un homme politique peut tricher. Bon, ben voilà, c'est comme ça fait partie des us et des coutumes. Mais un sportif, il ne devrait pas pouvoir, et on devrait pouvoir se retrouver dans la carrière de certains sportifs autrement qu'avec ces tatouages où il crie n'importe quoi. Et voilà. Et le cyclisme pourrait être un des premiers sports où on pourrait, au niveau des gamins, pourraient se retrouver, les gens pourraient se retrouver. Et le Tour de France pourrait être la devanture avec des mecs comme ça présentés comme étant des héros, hein, des héros qui, dans le sens noble de l'admiration, voilà, ils font ce qu'on n'est pas capable de faire, mais s'ils trichent comme on est capable de tricher, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Oui, c'est effectivement, cette dernière phrase résume, je pense, assez bien les choses, parce que c'est vrai qu'a priori, la valeur, la culture de l'effort, ou même d'une certaine façon pour les équipiers aussi, du don de soi pour un autre. Enfin, voilà, tout ça, c'est des valeurs qui, a priori, devraient intéresser pas mal de nos dirigeants et leur donner envie, effectivement, de promouvoir une certaine phase du cyclisme. C'est pas toujours ce qu'on voit, mais même de toute façon, on le voit bien avec le foot, où c'est pas du tout la même chose aussi. Le sport devrait servir de boussole morale, en quelque sorte. Oui. Mais c'est pas trop le cas. C'est pas du tout le cas. Et puis, voilà. Et c'est là où le vélo a pas compris et où le vélo devrait. Je veux dire, on regarde le vélo. Alors le vélo complexe énormément, là où il devrait se mettre en valeur et être fier de lui. C'est-à-dire, il se dit, le vélo, ouais, on va ressembler à la Formule 1. Il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui rêveraient d'être des footballeurs, alors que c'est complètement le contraire. Je veux dire, ah oui, pour l'argent gagné, pour la mise en lumière, pour voilà, peut-être, mais non, quoi. Je veux dire, le cycliste doit rester comme il est, et les mecs qui sont honnêtes et bien devraient être présentés comme étant honnêtes et bien, et puis voilà, avec des valeurs simples. Voilà, donc je trouve que c'est un sport complètement formidable quand il est pratiqué simplement comme il est pratiqué par certains. Et ça devrait être mis en valeur, quoi. Un peu plus que par rapport au... Le vélo, c'est plus un business. Ça ne doit pas être un business. Alors pour ASO, c'est un business incroyable, mais ça devrait être présenté comme autre chose qu'un business et pas avec les formes des business qu'on présente. Alors maintenant, c'est un petit peu aseptisé, quoi, mais c'est un petit peu dommage. Il faut qu'on garde l'identité du cyclisme. On est en train de la dévier sur la dernière partie. Noé, je ne sais pas si tu voulais revenir sur quelques points sur les aspects du travail justement d'Antoine par rapport à tout ça, et des choses qu'on n'a pas encore soulevées. Plus précisément sur le travail, justement, pour rejoindre une question de Charles, peut-être plus sur le travail même spécifique, c'est-à-dire le travail de comptage de boîte, et ensuite comment, à partir de ça, tu peux déterminer qui est réellement clair et qui ne l'est pas. Est-ce que tu as une échelle, on a ta fameuse échelle où tu dis, où ça va jusqu'à mutant notamment, de cycliste normal au mutant. Quels sont les critères qui te permettent de dire qu'à 400 et quelques c'est bon, par exemple, et un peu plus, ça devient vraiment une performance louche? Je me rappelle notamment Froome qui avait dit à propos de toi que quand tu avais dit qu'il avait fait 440 watts, je crois, dans je ne sais plus quelle montée, il avait dit mais de toute façon c'est totalement impossible, un humain ne peut pas le faire, donc c'est totalement bidon. Oui. Non, c'était pas bidon, c'était autour de Vannes, je crois. Là. Voilà. Il y a, par exemple, je suis maintenant bien ami avec Floyd Landis, quelqu'un que j'apprécie énormément. Un de mes 5 fils est allé faire un internship, c'est-à-dire un stage chez lui cet été, c'est assez rigolo. Et quand tu discutes avec des mecs comme ça qui te parlent très simplement, mais ça peut être Hamilton et tout, etc., ils t'expliquent très simplement ce que j'avais déjà remarqué chez Festina, qu'il y a des niveaux de performance qu'ils atteignent et qu'ils ont atteint simplement quand ils ont triché. Landis m'a expliqué par le menu pendant des heures
comment il avait gagné donc son Tour de France, et il expliquait que dans sa montée là-bas au Colorado, on l'appelait l'homme aux jambes de pierre parce qu'il était censé pédaler aussi fort de la jambe droite que de la jambe gauche, et aussi fort sur une jambe que sur 2 jambes. Voilà, ça c'était la légende. Et il expliquait comment il avait poussé 550 watts pendant 10 minutes sur le col, sa référence et tout, etc. Comme la Madone peut être une référence. Voilà, donc il y a des références et il y a des niveaux de performance qui ne peuvent pas être atteints par certains individus qui n'ont pas l'habitude de les atteindre. Voilà. Et surtout, voilà, qui passent du tout au tout. Voilà. Et ben voilà. Alors, comment c'est Frédéric Portolo, que j'ai rencontré aussi début des années 2000, avait commencé ce travail. Il fait un travail assez extraordinaire sur ses watts, mesures, d'autres. Voilà. On a passé des années, je ne sais pas si vous vous rappelez, à remettre en question ces calculs de Frédéric Portolo et ses calculs de watts. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et maintenant, personne ne dit, bah non, ils sont faux. Tout le monde dit, bah ce sont les vrais, parce qu'il y en a plein d'autres qui s'y sont mis. Donc voilà, donc à partir de là, on a les vrais calculs, on a les vrais watts aussi. Et c'est dingue, parce que Fred, par exemple, là, puisqu'on a des vraies courbes leakées, voilà, donc on est à quelques watts près au niveau indirect. Donc on est même, je pense, les calculs de Fred Portolo sont même plus fiables que les SRM s'ils sont mal paramétrés, quoi. Ça, on le sait. Donc voilà, donc ça mesure la performance. Et dans certaines configurations, alors ça peut être, nous on a essayé de simplifier en disant 5 heures, une étape de 3 cols, le dernier col de plus de 20 minutes à partir de, etc. Bon, c'est plus fin que ça, on le sait très bien que c'est plus fin que ça. Et oui, ou le rôle du vent, par exemple, qui n'est pas toujours évoqué dans les calculs, alors qu'on sait que normalement, ça voilà. est pris en compte. L'aspiration. Oui, non, mais ça c'est comme le rôle du vent, remettre en question les calculs en disant bah ils tiennent pas compte du vent, ce qui est faux. C'est comme dire que les gilets jaunes sont des gens qui sont tous d'extrême droite, quoi. C'est exactement la même chose. Voilà. Si la comparaison vous convient. Voilà. Et donc bah, à partir de là, maintenant il y a un faisceau, puis on a un profil. On a vous pourriez voir la base de données, un profil de puissance. De tous les coureurs depuis qu'ils sont tout jeunes. Par exemple, ce qu'on sait, et ce qu'on peut vous dire, c'est que David Gaudu, hein, peut-être avec les contre-la-montre, etc., mais est plus fort que Pinot au même âge. Donc David Gaudu va faire une carrière qu'on peut dire monstrueuse. Normalement, David Gaudu, c'est la star de demain. Voilà, il gagne depuis qu'il est cadet. Et voilà, et David Gaudu, je pense, pour ce que je sais, par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses, David Gaudu n'a jamais triché et fait partie des gens qui ne tricheront pas. Et il est là. Donc voilà. Donc on a des gamins comme ça qui arrivent avec des VO2, effectivement, de plus de 90, qui est faramineux, voilà, qui explique, David, que quand il était minime ou poussin, moi, il m'a expliqué que, parce que je travaille aussi pour le cycle, j'avais fait un article pour le cycle. Bah, son père l'emmenait, ils adoraient la montagne, donc il allait monter des cols, et lui il faisait 1 kilomètre de col, il raccrochait la voiture du bambin Gaudu à l'arrière de la voiture, il remontait 1 kilomètre, il refaisait 1 kilomètre avec son père, etc. Donc voilà, donc ce gamin normalement, voilà, il a un profil de puissance qui lui permet d'ouvrir tous les horizons, mais il se chargerait la gueule, je pense pas qu'il marcherait peut-être mieux, peut-être plus longtemps et plus, voilà. Et voilà, donc on a des choses comme ça qu'on sait par rapport à certains profils de puissance. Puis on en a qui apparaissent, Superman Lopez par exemple, là, lui, bah non, quoi. C'est la deuxième fois que tu reviens dessus. Hein. Mais oui, parce que j'en parle, parce que justement, on l'a un petit peu étudié, on a étudié Sosa aussi, Fred a fait des calculs par rapport à ces mecs-là, les mecs qui devraient émerger, quoi. Et voilà, donc, puis après, il y a le contexte dans lequel ils évoluent, avec qui et tout ça. Je veux dire, Vinokourov, ce n'est pas un passeport. Bon, Astana n'a pas une très bonne réputation en la matière. Oui. Non, il n'y a pas la réputation. Et puis, non seulement il y a la réputation, puis je veux dire, Alexandre, que j'ai vu tout petit, dans un appartement comme celui de Noé, petit, quand il habitait avec sa copine et Kiviev, qui n'était rien. Et. Donc, voilà, lui, il n'a rien raconté de sa vie, quoi. Et on sait que bah, c'est un business, quoi. Voilà, je me rappelle de Rivori qui me dit, ouais, qui était quand même. Rivori, c'est celui qui a révélé un petit peu Vinokourov.
et qui disait quand je vois le cul de Vino, je dis mais non, c'est pas possible quoi. Et donc voilà, puis à Alexandre, on sait très bien que voilà, son truc, ça repose sur c'est du business quoi. Et puis voilà, c'est tout. Et puis Et de la propagande voilà. d'État aussi. Comment? Et de la propagande d'État en même temps aussi. Oui, voilà, c'est une culture, mais Je trouve assez sympa, moi. ouais. Ils sont très vraiment, sympathiques. Faut il a l'air faut dire qu'il est sympa, sympa vraiment. aussi. Enfin, Et avec ses coureurs, en tout cas. Kivilev m'avait bien expliqué ça. Donc, Kivi, moi, bon, avec Michel Brault, je pense que c'est moi qui l'ai fait passer pro. J'ai été le chercher à l'aéroport à Roissy. Je l'ai eu quand il avait gagné le Tour d'Australie, qui à l'époque n'était pas à la même date en novembre. Et je lui ai annoncé la nouvelle. Et c'était un peu un fils spirituel aussi, comme beaucoup. Moi, j'avais à cette époque-là, par rapport à plein de coureurs, j'ai eu des fusions d'entraîneurs, d'entraînés absolument extraordinaires. J'ai vécu de grandes choses au niveau humain avec ces gars-là, mais qui vit donc après, quand j'ai refait Alternative, après les histoires pour essayer d'entraîner des mecs qui ne voulaient plus se doper et tout, etc., Kivi m'a dit, écoute Antoine, quand tu étais chez Cofidis, il dit, ben non, moi je continue parce que, écoute, moi je veux gagner le Tour, quoi. Il dit, c'est très clair, quoi, voilà. Donc il a fait 4 du Tour, voilà, il aurait pu, voilà, mais pour lui c'est très clair, quoi. Il fallait que ce soit comme ça, quoi. Ça faisait partie du business, ça fait partie du boulot. Pour des Russes, ma femme a été 20 fois en Russie, on reçoit souvent des Russes à la maison. Je veux dire, se doper, c'est se soigner, quoi. C'est normal, tu fais du sport de haut niveau, tu prends les produits, c'est dans la culture, c'est normal. Ce serait anormal que tu fasses pas ça, quoi. C'est comme tu es malade, tu prends un aspirine, ou tu prends une Doliprane, tu fais du sport de haut niveau, faut prendre ce qui va avec, quoi. Ça fait partie de la culture. Voilà. Donc il y a ça. En Asie, n'en parlons même pas, hein, où tout est en duty free. Donc voilà, il y a tout. Mais le vélo pourrait, nanti de tout ce qu'il sait et connaissant les performances et en ciblant bien les coureurs, parce que globalement, il y a 1000 coureurs à cibler. Ça fait beaucoup. Mais globalement, je pense qu'on peut, en bousculant un petit peu les choses, en internalisant les corticos, le tramadol et d'autres petits produits, en allant un peu plus vite, je pense qu'on pourrait très vite empêcher les coureurs de se doper vraiment comme ils veulent et de tricher. Et tu parlais de Gaudu, je voulais évoquer avec toi un autre gamin qui est archi talentueux, je pense que tu vois de qui je veux parler, Remco Evenepoel, t'en penses quoi? T'en as entendu parler J'en ai entendu parler, j'en ai parlé avec Brunel qui m'en a parlé, j'ai dit, parce que moi j'étais un petit peu comme tout le monde, j'ai dit mais qui c'est ce mec qui a été révélé un petit peu au championnat du monde, quoi, hein, c'est ça? Et avant, on pouvait, mais je ne connaissais pas vraiment et j'ai demandé à Brunel dit ouais, c'est un peu de la famille à Brunel, enfin il connaît l'oncle comme en Belgique, tout le monde se connaît, voilà, il dit ouais, donc il vient du foot, il a fait un semi-marathon, il m'a donné son temps sur semi-marathon, voilà, talent brut et tout, etc. Bon écoute, oui, je l'espère, faut voir, il vient d'où il vient, c'est-à-dire il n'a pas une culture de cycliste, hein. Voilà, maintenant, moi j'aimerais bien, si tant est que je puisse avoir un plateau de médecine du sport où je peux analyser les performances et les capacités. Il y a des outils comme le Cybex, ce serait très bien, ça aussi, d'ajouter ça au suivi biologique. On pourrait savoir pas mal de choses sur... C'est quoi le Cybex, Antoine, pour ceux qui voudraient... C'est un appareil qui mesure la puissance musculaire de manière un peu différente. C'est un appareil de rééducation. Donc, qui mesure. Et on voit très bien le dopage et puis on voit très bien les capacités, par exemple, à 20 ans, un geste, s'il est fait parfaitement, on voit au niveau de la force pure sur le vaste interne combien il peut développer. Et si un an après, en force pure, il développe beaucoup plus, on dit c'est pas possible, c'est pas la croissance, quoi. Donc, pour les footballeurs, ça marche très bien et on sait qui prend des anabolisants ou qui n'en prend pas. Et ça permet aussi, puisque c'est un appareil, aussi une musculation qui, le Cybex par exemple, muscle un individu au niveau de séances courtes. Une séance de muscu sur Cybex correspond à 5 ou 6 séances de muscu, je veux dire, avec des haltères et des poids, etc. Donc la Cybex, c'est un outil assez extraordinaire de rééducation au départ. Voilà. Donc il y a des outils comme ça qu'on pourrait utiliser, mais de toute façon, même au niveau sanguin, au niveau des cheveux, si on veut savoir, si on voulait vraiment savoir, on saurait pratiquement tout, hein.
Mais est-ce qu'on veut savoir aussi? Ah non, le problème des politiques, évidemment qu'on ne veut pas savoir. Si on voulait savoir, on saurait pour Puerto. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir parce que Non. tout le monde se tient par les couilles, quoi. C'est un petit peu le truc, quoi. C'est les gens qui se tiennent par les couilles. Il faudrait qu'il y ait des gens qui arrêtent de se faire tenir par les couilles. Et j'espère que David Lapartien ne va pas se faire tenir par les couilles et ne va pas faire de conneries pour pas qu'il soit tenu par les couilles et qu'il va être droit dans ses bottes, qu'il va tenir sa route de manière politicienne, certes, mais sans volonté de carrière, d'enrichissement personnel, etc. Et qui ne va pas faire de bêtises pour ne pas être tenu par les couilles. Il y a des gens comme ça, voilà. S'ils sont aux bons endroits, peut-être qu'ils pourront agir avec d'autres et avec quelques managers, pourquoi pas, hein, mais il n'y en a encore pas beaucoup, pour faire en sorte que les tricheurs ne l'emportent pas par rapport à ceux qui ne trichent pas, quoi. C'est peut-être possible. C'est possible, mais la team Omerta est très active sur les réseaux sociaux, donc c'est pas toujours gagné. Ah, je sais pas, je regarde pas. Faire entendre raison. Ah ouais. C'est vrai qu'on voit souvent des gens, comme c'est quand même finalement un tout petit milieu. Moi, je me souviens, je sais pas si tu avais l'occasion de voir ça, Antoine Vaillé, mais Bruno Cornillet t'avait directement pris à partie suite à un de tes tweets en disant en gros que cracher dans la soupe, ça va bien 5 minutes. Oui, mais ça, c'est des arguments, mais je m'en fous. Oui. Il conduit ses avions, tout va bien, il n'a aucune influence. Qu'est-ce qu'il a fait pour le vélo? Lui, pas grand-chose, à part pédaler. Donc, moi, j'estime qu'au travers de toute ma carrière d'entraîneur, aussi bien avant Festina, pendant Festina, et où j'ai créé énormément de choses, et après Festina, voilà, j'ai plus contribué je veux dire, aux valeurs du vélo et au vélo qu'en en ayant porté une fois un maillot et en ayant gagné 2 courses de vélo. Alors lui, il peut dire ce qu'il veut et tout. Moi, je sais que ce que je fais, moi, j'en suis assez fier. En tout cas, je pense que c'est utile. Je pense que c'est très utile. Il n'est guère que ceux que je n'ai pas rencontrés, avec qui je n'ai pas échangé, qui m'en veuillent énormément, quoi. Mais à partir du moment où je rencontre les gens, ça se passe toujours bien. Cornillet, je suis sûr que je peux le voir et que ça peut très bien se passer, et puis qu'il peut comprendre ça et être d'accord avec moi au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est juste des gens un petit peu comme mon père qui m'en voulaient parce que, oui, au départ, c'était vous tuez le vélo, et voilà. Et c'est vrai que des gens comme moi qui parlent de manière qui paraît négative du vélo, moi, ça peut froisser, puis dire merde, ça bousille la fête, c'est un peu bousille fête. Oui, mais les gens comme Cornier, ils ont loupé un épisode. Enfin, les gens qui bousillent le vélo, c'est les dopés, c'est pas ceux qui dénoncent le dopage. Enfin, à un moment, faut être sérieux, quoi. Enfin, ça a toujours été le truc. Moi, quand Bruno Roussel, la première chose qu'il m'avait dit par rapport au dopage, c'est le dopage, le truc, c'est il faut pas en parler. Voilà. C'est eux qui font fuir les sponsors, c'est eux qui foutent la merde. C'est pas ceux qui dénoncent ça, justement. Enfin, à un moment, faut être clair, quoi. Quand tu vois le mec comme l'ostéo d'Astana là, qui passe son temps à faire je sais pas quoi sur l'Omerta, etc. Enfin, je vais pas donner d'autres noms parce que sinon ça va m'agacer légèrement, mais enfin, ces gens-là, c'est eux qui tuent tout. Enfin, il y a pas de. C'est évident, mais c'est souvent la haine qui l'emporte par rapport à l'amour. Moi, je pense que c'est de représenter l'amour du vélo, l'amour du sport et l'amour de certaines valeurs. Enfin bon, ça c'est comme ça n'existe pas, mais voilà. Et moi, j'aime profondément ce sport. Et il y a juste quelques haineux qui veulent absolument pas. Je veux dire, voilà, pour eux, c'est inclus dans le truc. Voilà, c'est-à-dire qui triche pas. Je me rappelle j'ai été très ami avec quelqu'un qui s'appelle Jean-François Quesnay, qui est toujours très impliqué dans le truc. Et on s'est fâché, lui, il s'est fâché, on ne se parle plus depuis des années. Et je me rappelle qu'une des dernières phrases qu'il m'a dit, c'est de toute façon, le vélo, avec ou sans dopage, c'est beau. Voilà. Et c'était ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le vélo, avec ou sans dopage, c'est beau. Point final. Et voilà, donc à partir de là, on ne parle pas de dopage et tout, et c'est du vélo, c'est beau, et si on n'en parlait pas, ce serait mieux. On est certains à penser que non, c'est pas beau, c'est pas forcément laid, mais c'est pas comme ça, et qu'il y a des gens qui sont beaux, qui pourraient être des héros et des champions. Voilà. Je pense qu'on est une société, même le sport a besoin de héros. Ce serait bien qu'on ait des vrais héros. Voilà, qui ne soient pas des gens fabriqués, merchandisés, mis en valeur de manière débile, et au bout de 6 mois, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Alors justement, on arrive à l'heure d'émission. J'avais une question quand même. À ton avis, Antoine, si Festina n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé? Où on en serait maintenant?
Alors, si Festina n'avait pas eu lieu, Enfin, si le scandale n'avait pas éclaté. Un autre serait tombé? ouais. Ouais, tu penses? Oh, bon, on était parti tellement loin. C'était tellement loin, 98. Jusqu'en 97, ça s'est un peu tenu, mais à partir de 97, c'était un délire. Mais moi, j'ai assisté à des choses. Pardon, c'est pourtant pas cette année-là où a été instaurée la fameuse limite de 50%. Et il me semble quand même que ça a quand même un peu ralenti les temps de montée et puis aussi les problèmes physiques que pouvaient avoir les coureurs. Et certains étaient morts quand même au début des années 90. C'était vraiment n'importe quoi à ce moment-là. C'est pas plutôt après que ça s'est un peu calmé quand même? De quoi? Après quoi? Quelle année? On va dire à partir de 97, déjà la limitation des 50% d'hématocrite, ça n'a pas. Mais là, c'est parce qu'ils avaient peur d'être des morts. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on avait des morts à l'époque. Avec Janetti, il y avait certains produits auxquels j'ai assisté, et puis ils ont eu peur des morts. Quoi. C'était un truc. Ils se sont dit, attends, si on limite pas à 50, il y en a qui vont mourir et on va en prendre plein la tête. Quoi, hein. C'était juste un peu comme le scandale du sang contaminé, les trucs comme ça. C'est dans le sens là que je veux dire que c'était un peu moins n'importe quoi que justement que cette période-là, 98, il n'y avait plus de morts à ce moment-là quand même. Oui, il n'y avait plus de morts. C'était quand même du self-service. C'est quand même des mecs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'en 98, tu as quand même. Et puis après, hein, parce qu'il y en a plein qui ne pouvaient pas arrêter, tu avais quand même des mecs, moi. Je me rappelle de Lilian Le Breton qui était à 49 naturellement. Donc lui, sa carrière a été foutue, quoi. Je veux dire, il a été obligé de se battre et tous les jours, il disait ils mourront pas. Et là où tu avais des mecs qui étaient naturellement à 39 d'hématocrite, bah, eux, ils boostaient leur hématocrite de 10, voire 15 en faisant baisser. Bah là, eux, ça les boostait vraiment. Donc, c'était vraiment du grand n'importe quoi par rapport aux valeurs et aux coureurs. Il faut voir un peu les comètes qu'on a eues à certains moments. Moi, j'ai discuté à cette époque avec un directeur sportif et il me disait, il m'a dit après, parce que c'est souvent après il m'a dit, moi, les critères de sélection dans mon équipe, une grande équipe, il dit, c'était le départ du Giro à cette époque-là, c'était tout le monde à 60. Voilà, c'était avant le truc. C'est-à-dire, le critère de sélection des 14 coureurs pour faire le Giro, il fallait être à 60, à 15 jours du Giro. Donc, il y a eu des trucs quand même assez énormes. Alors, c'est vrai qu'après, ça a limité. Voilà, quoi. Mais l'équipe avait sorti donc, ce dossier avec Ricard un peu en... C'est un des seuls faits de gloire, je crois, de l'équipe, c'est d'avoir sorti ce truc. C'est, putain, faites gaffe, les mecs, il se passe des choses. Que c'était en début de saison. C'est Montéo, je crois, le premier qui est chopé à Paris-Nice. Oui, il y a quand même des prises de conscience comme quoi c'était n'importe quoi, mais à tous les niveaux, c'était n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que quand même ces années-là, c'est aussi des années où il y avait un très très nombre de mecs dans l'encadrement qui étaient sous peau belge pratiquement toute la journée, tout le temps. Ouais. Hein, il y a eu une histoire de peau belge mais incroyable et tout. Les stupes s'y sont mis. Et ça, on est à Rennes, je me rappelle, il y a eu des procès. Le peau belge a fait au niveau des dégâts incroyables. Hein. Donc c'était une époque où les coureurs étaient des junkies et l'encadrement aussi était des junkies pour pas mal de gens. Alors on est très loin de ça maintenant, enfin très loin, on est loin de ça. Voilà. Comme ça, les mecs qui allaient se foutre de la poudreuse dans le nez pendant les mondiaux à Duitama. Oui, ça c'était encore faire la fête. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué dans une interview. Tu disais que tu avais essayé d'alerter des journalistes, c'est bien ça, sur le dopage dans le vélo. Au final, tout le monde était complice de ce truc-là, médias compris, non? Eh bien, justement, on parlait de Jean-François Quesnay qui, à l'époque, en 98, a sorti un article dans Ouest France, parce qu'il travaillait à Ouest France, et où il disait tous coupables. Et Leger l'avait attaqué et tout, etc. Et je pense qu'il avait trouvé le bon titre, quoi. C'était ça, quoi. C'était tous coupables. Tout le monde au courant, plus qu'au courant, mais la culpabilité, c'était de continuer après, quoi. Voilà. Mais je pense qu'au niveau du dopage, il y en a plein qui sont hypocrites parce qu'ils se sentent coupables. Ils se sentent pisseux par rapport à ça et ils sentent qu'ils ne font pas ce qu'il faut par rapport à la tricherie, quoi. Et la seule façon, je pense, que le vélo aurait de s'en sortir, ce serait toujours notre idée, je pense, de vérité et réconciliation. Moi, je pense qu'il faudrait que les mecs qui sont actuellement
puissent se présenter à une commission, c'est une idée, et puissent raconter leur histoire. Et on leur dise rien, mais qu'on entrecoupe. Et si jamais ils disent à partir de là, on a envie que ça s'arrête. Il y en a qui ont envie que ça s'arrête. Ok, écoute, on va voir si tu restes dans les clous à partir de maintenant. Mais moi, je pense que c'est ça. Il faut encore faire ça. Il y a encore des trucs à faire par rapport à ça. Voilà. Puis il y a aussi cette entité qui existe indépendante du dopage. Je pense qu'ils bossent à peu près correctement, quoi. Il y a des trucs sympas pour le vélo, quoi. Alors justement, on a eu l'affaire Festina, on a eu l'affaire Puerto. Est-ce que tu penses que tu peux nous assurer que le dopage mécanique ne sera pas la prochaine grande affaire qui va éclabousser le cyclisme? Et est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus Je n'ai pas beaucoup d'éléments par rapport au dopage mécanique. J'ai juste les éléments Cancellara, forcément, qui est un dossier assez énorme. Et puis, j'ai des éléments par rapport à des témoignages de coureurs et de journalistes sur certains autres coureurs, voilà, notamment des gens comme Contador, des choses comme ça. Mais je n'ai pas vraiment d'éléments. Moi, j'ai à Innsbruck, j'ai vu Jean-Christophe Perrault qui est chargé un petit peu du dossier. Et Jean-Christophe me dit, mais cette roue arrière, par exemple, dont on parle tant et tout, moi, je ne l'ai pas vue, j'aimerais bien la voir. Et je lui ai dit, moi, c'est la même chose. J'aimerais bien voir cette roue arrière. Et je ne l'ai pas vue. Alors, j'étais près du dossier à un moment. J'ai rencontré le couple Lemon après un Tour de France. Voilà, et Varjas devait passer, il n'est pas passé. Et j'ai dit, essayez de me filer cette roue arrière. Et moi, cette roue arrière, je vais la monter à un coureur pro et on va lui faire, il ne gagnera peut-être pas la course, mais il va démontrer qu'il est capable de la gagner, lors même qu'il ne pourrait pas la gagner. Et on fera des tests, on ira au Ventoux avec cette roue et on trouvera un athlète à peu près de la même morphologie que Froome, mais on reproduira ces trucs. C'est des trucs que je n'ai pas eu le temps de faire, mais ça aurait été sympa. Donc le dopage mécanique, voilà. Mais ceci dit, le dopage mécanique a existé à des moments et ceux qui voulaient ont dû se gaver énormément. Et je pense à quelques coureurs, notamment un coureur belge et quelques coureurs belges. Il y en a qui sont gavés avec ça, j'en suis et avec le reste. Hein, et avec le reste. C'est-à-dire que l'idéal, t'imagines, tu te dopes un petit peu moins, mais tu te dopes très bien, et tu mets le moteur en plus. Alors là, il y en a qui ont dû s'amuser énormément, quoi. Tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense que maintenant, enfin en tout cas dans le vélo pro, dans le milieu amateur, je n'en mettrai pas ma main à couper. Je pense que le dopage mécanique n'existe plus, dans le sens où c'est trop risqué. Enfin que le jeu en veut pas la chandelle, parce que c'est tellement facile de choper une roue, de démonter un truc, qu'au final, si tu te fais prendre par rapport au gain, enfin je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. Il faut savoir, c'est qu'il y a plein de coureurs, qui sont des fous et des têtes brûlées. Hein. Ça, c'est des propres. Alors maintenant, il y en a moins, hein. Mais le propre du coureur, c'est d'aimer le risque. Moi, ce que je peux dire, même pour les fabricants de cycles et tout, en termes de réputation, de machin, derrière, je veux pas faire le naïf, je suis persuadé comme toi que ça existait, mais maintenant, je trouve que c'est trop risqué, tu vois. Moi, mais plus ça va, plus c'est miniaturisé. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez les vélos actuels, il faut les voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des vélos qui vont bientôt peser même pas 10 kilos, qui vont pouvoir, si on débloque un peu les trucs, pendant 1 heure, pousser énormément de watts. Et on ne pourra absolument rien voir. Donc, voilà, je pense qu'il faut être très, très vigilant sur cet aspect. Et c'est tellement génial. Je ne sais pas si vous faites du vélo électrique, moi j'en fais, mais c'est extraordinaire. Ça pousse au cul de manière incroyable. Et les coureurs pros qui ont essayé, j'ai discuté avec certains, qui ont essayé à l'initiative de très gros fabricants de cycles, puisqu'ils ont apporté, ces très gros fabricants de cycles en Belgique, des vélos. C'est pareil, ils ont été subjugués. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, ils m'ont dit, nous, on ne l'a pas utilisé, mais il y en a sûrement qu'ils l'ont utilisé. Voilà, alors à cette époque-là, à l'époque de l'utilisation, il y avait beaucoup moins d'heures de rendement. Il fallait bien choisir les moments où tu utilises. Donc, il fallait être déjà très, très fort physiquement et te doper bien pour pouvoir suivre. C'est le dernier petit truc, quoi. Mais ça pouvait permettre quand même des choses extraordinaires. Ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec la vigilance, avec le battage, avec la prévention, parce qu'il y a eu, etc., avec Jean-Christophe Perrault,
on devrait s'en sortir sur les courses principales avec une surveillance satisfaisante. Ah oui, pour parce dire... que chez les amateurs, ça doit être terrible, je pense. Ah, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu des amateurs qui ont fait des postes de puissance complètement aberrantes qui ne pouvaient être dus qu'à l'utilisation de moteurs. Voilà, des bons amateurs élites. Donc voilà, ça c'est clair. Voilà. Après, sur l'utilisation des moteurs par rapport aux fichiers que j'ai, on est en train de regarder ça, si on peut pas. Il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire. Attendons de voir. Wait and see. Qu'est-ce que tu répondrais à un autre reproche qu'on peut parfois te faire et qui est un peu plus vicieux que celui de cracher dans la soupe? C'est à savoir, en gros, finalement, que tu as réussi à faire ton beurre grâce à ça, de Moi, manière un peu ça, c'est pas mal. opportuniste. Mais on va c'est dire. largement mésestimé parce que je viens d'arriver avec mon chauffeur et je vais changer de voiture là, effectivement. Je vais faire des grandes voitures électriques. Et Noé a très bien vu que les moyens dépassent de penser. Je veux Bien dire, sûr, évidemment. la Porsche qu'on a pris, Tout à c'est fait. ma deuxième Porsche, qu'on a eue grâce à mes écrits. Voilà. Je pense, elle a changé en route. Non, alors moi, j'ai dépensé de l'argent et je dépense de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens, je dépense de l'argent pour cette cause. Je travaille à côté de ça. Je travaille, c'est-à-dire que moi, je suis professeur de PS. Hein, voilà, j'ai repris mon boulot de prof de PS, ce qui me permet d'avoir un double projet. C'est pour ça que je l'avais au départ. Et à côté de ça, je fais des articles de manière régulière dans le cycle et je fais d'autres travails. Ma femme travaille et j'ai suffisamment pour nourrir mes enfants. Et à partir de là, j'ai une immense liberté, c'est de pouvoir parler comme je veux et justement de ne pas compter sur ce milieu et sur les courses de vélo pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, ça ne paye pas, quoi. Ouais. Ça ne paye C'est intéressant absolument. parce que Max, il soulevait la question sur le ton de la blague, mais moi je trouve ça vachement important de la poser cette question-là parce que une partie du travail de cette espèce de team omerta, ces gens qui veulent tout garder secret, c'est de décrédibiliser justement ceux qui veulent dénoncer la chose en disant ouais, tu te fais du beurre, tu fais machin, tu trolls. Ouais. Il y a un vrai travail en fait en 3 Ah, tweets qui se. Tout à fait. Vous Il connaissez, suffit juste d'imaginer ce qui se serait passé si Antoine Vaillé n'aurait pas craché dans la soupe et serait resté chez Festina. Je pense qu'au niveau, comment dire, bien-être matériel, ça aurait été bien plus simple. Alors, 98, après la Vuelta, je descends, je prends un avion. J'avais encore ma carte bleue de Festina. Je suis reçu à 1h du matin par l'avocat de Festina. Et je demande à quitter Festina avec Basson. Il avait un petit peu les boules. Parce qu'on en avait le droit, les autres avaient pensé qu'ils n'avaient pas le droit. Nous, on savait qu'on avait le droit. Donc, on quitte ProSport. Et on me propose à peu près 5 fois ce que je gagnais. Ce qui n'était pas rien, quoi, pour rester et tout, etc. Et donc, moi, je refuse et je dis, non, je vais faire prof et je vais faire ma petite cellule et tout ça. Donc, l'argent, moi, ça peut paraître un peu aberrant, mais non, moi, je ne cours pas après l'argent. Je veux simplement gagner juste suffisamment pour nourrir mes enfants et vivre librement. Ce qui est bien, c'est que quand tu ne gagnes pas trop d'argent et que tu ne comptes pas sur la corruption pour gagner de l'argent, tu vis librement. Et c'est toujours la même chose, quoi. C'est pouvoir être libre. Et moi, je jouis d'être complètement libre et de n'appartenir à personne. C'est une grande jouissance. C'est ce qui dérange au final, souvent. Je pense, mais je pense que les gens devraient plus se libérer et être tranquilles et de ne pas dire pas avoir peur de ses opinions. Et là où les coureurs, les coureurs, il y en a beaucoup qui ont toujours peur, il y a toujours un petit peu une omerta. Hein, ah oui, et ils devraient exprimer quand même des opinions sans attendre d'être des grands coureurs. Et même quand ils sont des grands coureurs, ils ont un petit peu peur. C'est dommage que les coureurs cyclistes qui maintenant sont quand même intellectuellement plus brillants déjà que leur encadrement en général, ne commencent pas à... Ah oui, parce que ça c'est un fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a des coureurs qui parlent 2 ou 3 langues qui sont bien plus brillants que leur encadrement qui appartient au passé. Hein, et qui ne sait pas s'organiser. Et ce serait sympa qu'ils émettent des opinions, je sais pas, sur les gilets jaunes, sur des trucs comme ça, sans avoir peur du lendemain. Mais c'est vrai que quand je me rappelle de Bouvatier, un des premiers coureurs que j'ai entraîné de manière libre, Philippe, avec qui j'avais couru, qui me dit, mais tu sais Antoine, ils bouffent tous dans la gamelle et à partir du moment où tu bouffes dans la gamelle, t'es foutu. Il me disait, ce sera insolvable. Voilà. Mais je sais qu'on a obtenu pas mal de choses.
Je sais que grâce à moi, Bernard Sainz, ça s'est arrêté, entre autres. Je fais partie des gens. Voilà, donc on peut. Pourtant, Dieu sait si on nous avait dit ce mec-là, il est indéboulonnable, ceci, etc. On a plein aussi, on est quelques-uns. Maintenant, je ne suis pas tout seul, hein, on est quelques-uns à avoir. On est très gentils parce qu'on pourrait très bien être méchant par rapport à certaines personnes qu'on laisse. Je veux dire, en activité, voilà, on sait plein de choses. Notre intérêt, c'est pas de dire, c'est qu'ils les disent eux-mêmes. Voilà. Et Bernard, il a encore beaucoup de copains dans le milieu, de toute façon. Moi, je sais pas. On le voyait encore régulièrement invité sur les courses. Sur les critériums dans le sud-ouest de la France. Ouais. Oui, mais oui, mais maintenant, je pense que ça va. Maintenant, ça va être plus compliqué, ouais. Il va plus devenir trop fashion, quoi. Voilà. Et comme on le disait, c'est un petit milieu et on le voit d'ailleurs aussi avec toi ou ce que nous a raconté un peu Noé sur votre week-end à Innsbruck. Finalement, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour comme ça toute la journée. Donc, c'est pas non plus évident de se mettre à l'écart et de tenir un langage différent. Voilà, oui, enfin, même toi, j'imagine, c'est pas toujours facile de garder cette posture. Je ne sais pas comment on fait pour, finalement, réussir à bien s'entendre avec des gens tout en dénonçant quelque chose qui est consubstantiel au milieu. Ouais, moi, je reste droit dans mes bottes et tout. Quand je parle avec Brailsford, etc., j'ai été avec Yona Loca, là, le manager qui avait des affaires, qui était un ami, copain. Voilà, et je dis à David, je dis, faut rigoler, toi, tu manges jamais. Voilà, voilà, et ce que je veux dire, c'est pas évident, mais je veux dire, avant, il y a des choses intéressantes. Les journalistes, par exemple, parlaient aux coureurs, savaient que le coureur allait mentir. Le coureur mentait, savait que le journaliste savait qu'il allait mentir. Et donc, il y a un jeu qui s'opérait comme ça. Donc, tu mens, je sais que tu mens, et je vais raconter comment tu mens. J'aurais pu l'écrire moi-même. Mais c'est pas ce que disaient les journalistes de l'époque. En tout cas, ceux qu'on entendait sur Antenne 2 ou à l'époque, disaient que non, il était au courant de rien, que tout le monde débarquait. Oui, mais maintenant c'est pareil. Mais les journalistes, il y a énormément de bons journalistes qui sont partis complètement déçus. Hein. Maintenant, quand je vois la salle de presse de Innsbruck, ça a complètement changé par rapport à avant. Il y a beaucoup de gens, on va dire, dont c'était la vie, et très passionnés par rapport à l'histoire, par rapport à tout. J'ai un petit peu peur que le vélo devienne un produit de consommation aussi traité de manière peu glorieuse certaines fois, et c'est un petit peu dommage. Mais il y a des choses qui sont un peu, quand je vois des gens comme Noé et tout, je me dis, et puis vous et d'autres, je me dis, il y a quand même des gens qui sont passionnés de ce sport-là, et c'est assez simple, même si vous n'êtes pas très, très, très nombreux. Voilà. Après, il y a la naïveté sur laquelle ça reposait, et où ça repose encore, où il y aura peut-être encore des gens. Mais j'ai un petit peu peur quand même pour le Tour de France. Cette année, ils ont fait un parcours. L'année prochaine, ils ont fait un parcours. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein. Voilà. Alors, le Tour de France, c'est fini. Les gens sur le bord des routes. Le Tour de France, cette année, je l'ai vécu. C'est une espèce, c'est un peu comme la zone commerciale de Langueux qui se déplace tous les jours. Hein. Et en fait, la zone commerciale se déplace et ce n'est fait que pour la télévision. Ce qui m'a cette année complètement un petit peu surpris quand même, c'est que même les journalistes, tu peux suivre le Tour de France sans voir un seul coureur. Tout est à la télévision, il y a des écrans partout. Donc le Tour de France est un événement comme pour la Vuelta avant, et comme c'est un événement télévisuel. Point final. Alors, ce serait bien qu'il y ait encore des gens sur le bord des routes, mais c'est avant tout un truc pour la télé, vendu pour la télé, et les cachets sont ramenés par les mairies et par la télé, mais plus par les spectateurs. C'est plus un truc fait pour les spectateurs. On l'a vu à l'Alpe d'Huez, notamment sur le Tour de France, c'était flagrant de voir qu'il n'y a presque personne sur une montée mythique, pourtant, qui est justement réputée pour le dynamisme de ses supporters. C'était quelque chose de très flagrant cette année, notamment. Au niveau populaire, il faut faire attention parce que ça perd certains trucs. Alors après, il reste des trucs au niveau du vélo
Donc, il reste des trucs sympas. Le vrai vélo, où est-ce qu'il est? Il est au Trombre-Léon, par exemple, hein, ça c'est clair, mais c'est quand même assez esselé. Quand j'ai été voir aussi, c'est quand c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, le Grand Prix de Moncontour en Bretagne, qui était un super Grand Prix, et la revanche du championnat de Bretagne. C'est une des dernières courses qui reste et tout, mais il y a quand même beaucoup moins de monde hein, que naguère. Et j'ai regardé là, le départ hier du cyclocross du championnat des Côtes d'Armor. Ils étaient 15 au départ, ou du Morbihan, je ne sais plus. Voilà, il y a plus beaucoup de monde quand même. Hein. Le vélo, il faut faire attention. Je ne sais pas ce que ça va devenir hein, et quels produits on va vendre par rapport au vélo. Alors, il y a l'internationalisation, etc. Mais le côté populaire de beaucoup de gens qui vont voir le Tour de France et qui, je pense qu'on l'a un petit peu perdu quand même, quoi. À cause du manque de crédibilité aussi. Mais peut-être que ce sera réversible. Oui. Après, c'est quand même un sport où, on l'a dit plusieurs fois, il y a une certaine forme de culture de l'ennui, on va dire, dans le fait que on attend longtemps avant que ça se décante. On va regarder aussi les paysages, etc. Que c'est peut-être un sport qui est moins dans l'air du temps, où aujourd'hui tout est dans la vitesse, etc. On voit qu'ils ont tenté, Lucie, avec Vélon, changer un peu la formule, notamment avec les Hammer Series. Ça nous permet un peu comme ça, voilà, de voir comment tu vois toi aussi l'évolution du cyclisme, et puis de conclure là-dessus. C'est comment tu vois ces tentatives, comment tu vois finalement l'évolution de la chose. C'est de l'immense n'importe quoi. Ça n'a rien. La faute de culture, qu'est-ce que tu fais quand tout le monde s'en fout? C'est faire les trucs où tout le monde s'en fout, il y a de la bière, et puis voilà quoi. Si le vélo perd son histoire, il était toujours relancé avec son histoire, voilà. Alors, mais les tricheurs font partie de l'histoire du vélo. Il faudrait les réintégrer, je pense. C'est intéressant, parce que je pense que les tricheurs sont des personnages super, et ils devraient plus parler. Et on devrait les laisser parler, qu'ils expliquent le truc. La tricherie, quand même. Hein? Ça dépend lesquels, parce que Ricardo Rico, s'il revient, je ne suis pas sûr qu'il ait compris grand-chose. Oui. Il y en a plus ou moins de neurones. mais voilà, mais il faut savoir que c'est consubstantiel. Et voilà, ça fait partie toujours du paysage. Et voilà, il faut, faut qu'il y ait des Antoine Vaillé, il faut qu'il y ait des l'autre mec, et tout ça, ça fait un sport qui est quand même assez particulier, assez rigolo, et voilà, c'est assez drôle, quoi. Voilà. Mais je m'intéresse. C'est un sport qu'on aime, d'ailleurs. C'est ça le plus important. Oui. Ouais. Mais l'aspect romantique, c'est vrai que on l'a un petit peu perdu. Mais j'espère qu'on va le retrouver au travers de certains coureurs. Je pense que le côté romantique d'un gars, déjà, quand même. Voilà, d'un gars comme Pinot, je veux dire, ça peut faire du bien, quoi. Et l'aspect du duel avec Nibali, qui est aussi un petit peu romantique de son côté. Voilà, alors il y aura peut-être des événements qui feront que le vélo redeviendra un peu romantique et repassionnera une partie des foules qu'il a perdues. Voilà, mais enfin bon, je ne pense pas qu'il y aura 200 000 personnes à l'arrivée de Ploué comme avant, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est fini. Puis c'est la télévision, quoi. Voilà, c'est fait pour la télé maintenant. Oui. D'accord. Mais non, c'est fait pour la télé, mais il faut que les gens aillent quand même sur des événements. Les courses de vélo, vivre une course de vélo, c'est quand même, c'est quand même vachement bien d'aller sur un circuit, de manger cette galette saucisse avec la poussette de canne, de faire le tour à l'inverse. Voilà, il se passe plein de choses pendant une course de vélo qui est assez rigolo, quoi. Il faut le vivre, ça. Bien, bon, je ne sais pas si Charles ou Noé, vous aviez encore une dernière question, parce que là, on a largement débordé sur le temps qu'on s'était fixé. J'allais rebondir sur les galettes saucisses, voilà. Mais on va repartir pour 1 heure, alors mieux vaut oui, il vaut mieux arrêter là. Oui, on va arrêter là. Bon, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Antoine pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. C'était une émission un peu fourre-tout, on est parti un peu dans tous les sens, c'était pas toujours évident, mais voilà, mais l'essentiel de ce qu'on voulait te faire dire, en tout cas à peu près, a été dit, je pense. Voilà, c'est très intéressant. J'espère que de ton côté, ça t'a plu aussi. Oui. Et merci encore. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à mettre commentaires et pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions thématiques jusqu'à la reprise de la saison pour le mois de janvier. Voilà, au revoir.
Au revoir.